Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence numéro 2 du phénomène Campus 2025 sur le sujet de la communication d'un événement culturel. Alors, les enjeux d'aujourd'hui, ça va être d'abord de comprendre pourquoi faire de la communication autour d'un événement, de définir les étapes pour construire une bonne communication événementielle et enfin d'apprendre comment on met en place une stratégie et un plan de communication. Ça vous va? On y va? Alors, donc quelles sont les étapes? D'abord, il va falloir identifier et définir son identité. À la fois son identité d'asso, mais aussi l'identité de son événement. Ensuite, il va falloir construire et prévoir sa stratégie de communication. Et enfin, s'organiser pour suivre le plan de communication. Et c'est pas toujours la partie la plus facile. Évidemment, c'est indispensable de mettre en place une stratégie. Mais ensuite, il faut réussir à la suivre et à s'organiser parce qu'on n'est souvent pas tout seul à gérer une asso, souvent, surtout sur les assos étudiantes, on est tous bénévoles et donc il va falloir réussir à mettre en place ce plan qu'on a si savamment pensé. Donc on va commencer par une petite gorgée de café et ensuite, donc à réfléchir à l'identité de son asso. Donc c'est exactement ce qu'Evan vous a dit tout à l'heure, c'est la même mécanique que quand on va, aller présenter des dossiers de subvention. Là, on va s'adresser au public de l'association directement et au public de l'événement et donc il va falloir commencer à déterminer qui on est. On commence toujours, quand on crée un message de com, à réfléchir à qui je parle, à qui je m'adresse. Aujourd'hui, je suis en train de faire une conférence, je sais que je m'adresse à un public d'associations étudiantes. Mais quand je réfléchis à la communication du phénomène campus, bah, c'est pas exactement la même chose. Pour le forum, ça va être les assos étudiantes, mais pour le concert d'ouverture, on va s'adresser plutôt à un public étudiant. Quand on fait la communication du phénomène fréquence, c'est un public beaucoup plus large auquel on s'adresse. Hem et c'est bien d'avoir ça en tête parce que du coup, on va pas, réfléchir nos messages et penser, les canaux de communication de la même manière. Donc il faut commencer par savoir à qui on s'adresse. Une fois qu'on a ça en tête, on peut commencer à réfléchir au pitch. C'est exactement ce qu'Eva nous a dit tout à l'heure. On pitch notre asso, on pitch notre événement en quelques phrases. Dans ce pitch, il faut bien penser à mettre en avant les mots-clés et les concepts qui nous représentent. Et ensuite, on rattache notre événement à l'identité. C'est un peu théorique, on va prendre un exemple. On est une association de concerts ou d'orchestres. On sait que dans notre vie de tous les jours d'association, on est un orchestre avec telle et telle spécificité. On ne ressemble pas à tous les orchestres. Déjà, on est un orchestre étudiant, on va avoir voilà, tel style de musique, telle manière d'opérer, tel lieu dans lequel on organise nos concerts. Et quand on va faire notre événement, on va avoir besoin de rentrer en cohérence avec ce qui fait qu'on est nous, ce qui fait qu'on est cet orchestre et pas un autre. Et ça, c'est des choses qu'on détermine ensemble avec tous les bénévoles de l'association et qu'ensuite on met en mots, on met en message pour, pouvoir avoir, pour réussir à convaincre en fait, notre public cible de la pertinence de nos actions et de venir à nos événements. Est-ce que c'est bon jusque-là? Vous n'êtes pas perdu? OK. Donc une fois qu'on a cette partie un peu théorique sur, qui on est, ce qui fait qu'on est une asso étudiante ou autre, il va falloir traduire, cette partie théorique avec des éléments un peu concrets. Le premier élément concret qu'on a, c'est, à votre avis? Le premier élément pour traduire notre identité L'objet de l'association. visuellement. Le logo. Merci Thomas! C'est le logo, oui, le logo. Alors il existe, 1 milliard de logos différents et les logos, ils ont une signification. Donc là, par exemple, on a, Los Gel avec nous, heu, orchestre symphonique des grandes écoles de Lyon. Votre logo, il est constitué de certaines couleurs, de certaines formes. Il faut avoir en tête quand on crée son logo, parce qu'il y a plein d'assos qui n'ont pas encore leur logo ou qui auraient besoin d'être retravaillés, n'est-ce pas? Qu'il va, véhiculer un message. C'est pas pareil d'avoir un logo, tout en courbe, par exemple,
qu'un logo avec, des lignes dures. C'est pas pareil d'utiliser des couleurs froides ou des couleurs chaudes. Donc en fonction de ce qu'on veut dire, hem, on va réfléchir à ça. Évidemment, quand on n'est pas graphiste et qu'on n'a aucune formation, c'est pas évident. D'où l'importance de se faire accompagner, d'avoir, voilà, les bons contacts, éventuellement même mettre un petit budget, si votre budget vous le permet, pour créer une identité visuelle qui va être, cohérente. Parce que ça, c'est un point qui est quand même hyper important quand on veut faire venir des gens à nos événements et qu'on a des événements récurrents, il faut que notre public, il puisse nous identifier. Donc quel que soit le canal sur lequel, notre public va voir notre message, il faut qu'il puisse du premier coup d'œil dire: «Bah, ça vient de Losgel» ou ça vient de Phénomène» et donc pour ça, il faut qu'on ait un logo, des couleurs, une identité graphique qui soit cohérente sur toute la ligne. Donc voilà, c'est aussi la même chose pour les typographies, bien sûr. Si sur un visuel, on utilise du Comics sans MS et le visuel d'après, on est sur, Futura, bon, on va perdre notre cible. Déjà, les typographies ne véhiculent pas les mêmes messages et puis ensuite, on perd complètement notre cohérence. Donc c'est pour ça aussi que c'est important d'avoir dans l'asso une personne qui est garante de la cohérence graphique de l'ensemble de votre communication. Vous avez tous, et toutes ça, n'est-ce pas? Donc voilà, vous avez dans votre musette, votre pitch et votre identité graphique. Maintenant, vous allez pouvoir réfléchir à la stratégie de votre événement et pour ça, hem, il faut commencer par un autodiagnostic. Vous allez vous poser les questions suivantes que je vous invite à prendre en note. Je rigole. Quelles sont vos forces et vos faiblesses? Quels sont les appuis et les freins que vous avez dans votre secteur pour l'organisation de votre événement? Quelle est la communication actuelle autour de l'asso et autour de l'événement? Quel est votre public? Est-ce que votre public, c'est la cible que vous vous étiez fixée? Et en fonction des objectifs que vous établissez pour votre événement, comment est-ce que vous avez comment est-ce que vous allez évaluer votre communication? Donc quels sont les indicateurs que vous allez mettre en place, que vous avez déjà mis en place pour évaluer, la pertinence, la réussite de votre événement? Quand vous avez les réponses à cet autodiagnostic, bah, ça vous donne tout un tas de bases, tout un tas d'informations, que vous allez pouvoir mobiliser derrière pour, réétablir une stratégie qui va être plus pertinente et plus efficace. On dit souvent que pour établir sa stratégie, on peut se poser les 5 questions de base qui sont: pourquoi, qui, comment, quoi et quand et combien. Alors combien, ça, c'est c'est aussi une vraie question parce qu'en fonction du budget que vous avez, vous allez pouvoir soit utiliser uniquement de la communication qu'on appelle organique. Donc par exemple sur les réseaux sociaux, ça va être: «Je publie un post sur mon Instagram», communication organique. Si vous avez un petit budget, vous pouvez aller chercher une audience qui est plus large, qui va sortir de votre groupe ou des gens qui ont l'habitude de vous suivre, en mettant un petit budget, ad, un petit budget d'annonce publicitaire. Voilà, pour, donc ensuite, c'est un petit peu spécifique, mais vous pouvez mettre des critères, sociodémographiques, ou, de géolocalisation pour pouvoir, toucher vraiment les gens, qui vous intéressent et qui sont susceptibles d'être intéressés par votre événement. Hem, donc quand vous avez vos objectifs de communication, vous savez qui vous êtes, ce que vous voulez dire. Pour, communiquer autour de votre événement, vous avez plein de possibilités. Les canaux de communication les plus fréquents sont les réseaux sociaux. À l'ère du numérique, bien sûr, c'est indispensable. Cela dit, communiquer sur les réseaux sociaux, on a souvent l'impression que, il faut le faire parce que tout le monde le fait. Moi, j'aurais envie de dire: n'oubliez pas de vous poser la question de pourquoi vous le faites. Quel est l'objectif? Faire un post d'annonce d'un concert ou d'un événement quelconque doit toujours être accompagné, d'un objectif bien précis. Donc, par exemple, j'annonce ma tête d'affiche ou j'annonce, ma date de concert. Il faut se demander: «Qu'est-ce que je veux? Quelle est la réaction que je veux susciter de la part de mon audience?» S'il y a pas sur mon visuel ou dans mon lien, un lien vers la billetterie ou ou une demande de contact ou ça peut être n'importe quoi. Mon visuel, il a beau être vu par des millions de personnes, s'il y a pas d'action précise qu'on veut, derrière, bah, il va perdre en efficacité. Alors ça va pouvoir, voilà, vous faire connaître, il peut y avoir d'autres intérêts, mais vous allez perdre en qualité et au final, vous aurez passé du temps à créer une action de communication que vous allez pas pouvoir mesurer par derrière. Parce que les indicateurs, c'est quand même très important.
Donc les réseaux sociaux, c'est, quand même, un canal de communication, qui est quand même indispensable. Vous avez aussi les supports print. Particulièrement quand vous créez une action au local, c'est quand même pas mal d'avoir des petites affiches, des petits flyers que vous pouvez aller distribuer. Au local, ça marche bien. Vous pouvez avoir un site internet sur lequel vous récapitulez l'ensemble des informations, relatives à votre événement et puis vous pouvez aller sur des actions plus marketing avec des mails, des newsletters que vous allez, distribuer à votre site. Hop, hem et donc une fois que vous avez tous ces éléments-là, hem, ce qui est pas mal, c'est quand même de créer un document récapitulatif, hem, qu'on va qu'on va rentrer dans un plan de com et l'associer, à un rétro-planning pour avoir la date butoir de l'événement et toutes les actions de communication qu'on va devoir mettre en place pour assurer la réussite de cet événement. Donc vous gardez ça dans un tableau qui peut être partagé avec, l'ensemble des personnes, impliquées dans le projet et donc voilà, je pense que vous savez comment ça marche un rétro-planning, mais savoir que, voilà, ça peut s'appliquer très bien pour la communication et qu'avoir ce suivi-là, hem, presque semaine par semaine. Alors ça dépend, des fois on organise un événement à échéance très courte, donc il y a moins d'informations et quand on organise des événements plus importants, il y a beaucoup de choses à penser et donc le rétro-planning, c'est vraiment indispensable pour avoir cette vision globale, savoir où on en est et de pouvoir, voilà, vérifier si on n'est pas en retard. Ça, c'est quand même assez important. Une fois que vous avez fait votre communication, que vous l'avez suivie grâce à votre rétro-planning, l'événement se passe, plus ou moins bien, bien sûr. Ensuite, on n'a pas terminé. Au lendemain de l'événement, ce qui va être important, c'est de mesurer l'impact de sa communication, à la fois, au niveau quantitatif, donc est-ce que j'ai atteint par exemple, les jauges de mon concert? Mais aussi au niveau quantitatif. Est-ce que mes artistes étaient heureux? Est-ce que le public, y a trouvé son compte? Voilà, il y a tout un tas de questions que vous pouvez vous poser. Quel public j'ai touché et cetera. C'est d'autant plus important quand on a fait des demandes de subventions, parce que c'est des choses que les financeurs vont bien sûr vous demander. Vous n'allez pas pouvoir faire l'impasse de ça, mais en plus, pour votre communication, ça peut vous permettre, de mettre en place des boucles de rétroaction, comme on les appelle et donc de pouvoir ajuster ensuite pour l'événement suivant, votre communication. Si par exemple, vous avez ciblé les jeunes et que vous avez que des gens de 70 ans à votre événement, il y a il y a eu un petit souci, hein. Donc ça vous mais c'est intéressant d'avoir ce chiffre-là, de la moyenne d'âge, qui va vous permettre derrière de mieux cibler et d'avoir une communication plus efficace. Voilà les grandes lignes. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai une question, Lucille, merci pour ta présentation. Admettons qu'on organise un festival pour les étudiants, hem, sur quels canaux il faut aller, en priorité? Qu'est-ce que les étudiants consomment, qui est susceptible de permettre de les toucher en publicité, par exemple? Je pense que pour une cible jeune, comme je disais, les réseaux sociaux, ça va être absolument indispensable. Après ce qui est intéressant, c'est que les étudiants, on peut très bien les localiser, ils sont sur des campus. Donc ça, c'est pas mal et alors ce qui va être intéressant dans ce cas-là, c'est d'essayer de nouer des relations de partenariat avec, les institutions qu'ils fréquentent. Donc par exemple l'université, le Crous, les maisons des étudiants, pour qu'ils puissent relayer votre communication, la communication de votre événement, auprès de ce public-là. Quand vous n particulièrement quand l'asso n'est pas très connu, n'a pas beaucoup de notoriété, c'est très important de s'appuyer sur des partenaires qui, eux, vont avoir, une crédibilité, que nous, on n'a pas forcément encore. Voilà. Est-ce que c'est essentiel d'avoir quelqu'un dans l'association qui s'occupe de la communication ou est-ce que ça peut avoir un double rôle? Alors en fait, tout dépend de l'objectif. Hem, quand on quand on est une association qui va organiser des événements culturels à petite échelle. Par exemple, une association de campus qui va organiser des événements, à destination juste des étudiants autour d'elle. On va pas avoir besoin de mettre en place de grands plans de communication ou d'aller toucher énormément de personnes. Donc s'il y a une personne qui se sent à l'aise avec ça au sein de l'asso et qu'elle a un autre rôle, il y a absolument aucun souci pour avoir une double casquette. Tout dépend de votre organisation, tout dépend de votre force vive, des bénévoles que vous avez, du temps aussi que chacun est prêt à y mettre. Moi, le conseil que je donnerais, c'est quand même d'avoir une personne vraiment responsable de ça. Hem, déjà pour, comme je disais au tout début, être garante,
de la cohérence de la communication, parce que ça, c'est vraiment très important. Et puis, aussi, bah, voilà, pour être force de proposition, vous permettre d'être plus visible, heu, déterminer vos objectifs de manière claire. Je pense que l'erreur à ne pas faire, c'est de sous-estimer, hem, le temps que ça prend de faire de la communication et de la faire correctement. Hem, Quand on crée un flyer, c'est pas en 2 minutes, un post non plus. Particulièrement quand on fait les choses, correctement et que ces éléments de com, ils viennent répondre à un besoin qui eux-mêmes s'inscrivent dans une stratégie. Voilà, pour créer tout ça, on va avoir besoin d'un petit peu de temps. Si c'est une personne qui est super investie dans l'asso, qui a plein de temps, bah, il y a aucun souci. C'est quand même plus simple d'avoir une personne de qui c'est le rôle, quoi. Tendance à dire ça. Est-ce que c'est bon pour vous? Eh bien, merci beaucoup de m'avoir écoutée.